J'étais juste une serveuse essayant de payer mes études supérieures lorsque j'ai servi un milliardaire qui était sur le point de dépenser 95 millions d'euros pour ce que je savais être un faux document. J'ai tout risqué pour l'arrêter. C'est un faux, ai-je murmuré. Comment le savez-vous, a-t-il demandé. Avant de plonger dans cette histoire incroyable, j'aimerais savoir, quel est votre métier de rêve? Laissez-le dans les commentaires ci-dessous et assurez-vous de vous abonner pour plus d'histoires incroyables chaque jour. Maintenant, laissez-moi vous ramener à la nuit qui a changé ma vie pour toujours. Le coup de feu du dîner au Grand Véfour était toujours intense, mais ce soir-là semblait différent. J'équilibrais 3 assiettes du plat signature du chef lorsque mon manager, Marc, m'a prise à part avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant, mi-excitation, mi-terreur. Chloé, j'ai besoin que tu t'occupes du salon Rothschild ce soir, a-t-il dit, faisant référence à notre salle à manger privée la plus exclusive. Client VIP, très en vue. Tout doit être parfait. Bien sûr, ai-je dit, bien que mon cœur se serre un peu. Une salle privée signifiait des heures plus longues, et j'avais un devoir sur l'authentification de l'art de la Renaissance à rendre demain que je n'avais même pas commencé. Je suis sérieux, Chloé. Ce client pourrait faire ou défaire ce restaurant. Une erreur, un verre renversé, un mot de travers, et nous chercherons tous un nouvel emploi. J'ai hoché la tête, redressant mon uniforme et vérifiant mon apparence dans le miroir du couloir. À 24 ans, je travaillais au Grand Véfour depuis 2 ans, économisant chaque centime pour payer mes études supérieures en histoire de l'art à la Sorbonne. L'ironie ne m'échappait pas. Je passais mes journées à étudier des chefs-d'œuvre inestimables et mes nuits à servir de la nourriture hors de prix à des gens qui pouvaient se permettre d'acheter ces chefs-d'œuvre. Le salon Rothschild était notre joyau de la couronne, une salle à manger privée pouvant accueillir 12 personnes, mais ce soir-là, elle n'était dressée que pour 4. Des lustres en cristal projetaient une lumière chaude sur les boiseries en acajou et les peintures à l'huile originale qui valaient probablement plus que la plupart des maisons. Alors que j'entrais pour une dernière vérification des couverts, j'ai aperçu les invités par la porte entr'ouverte. 3 hommes en costume coûteux étaient déjà assis, mais c'est le 4e homme qui m'a fait m'arrêter. Henri Beaumont. Même quelqu'un comme moi, qui vivait de chèque de paie en chèque de paie, reconnaissait l'un des milliardaires les plus prospères du monde. Il paraissait plus jeune que ce à quoi je m'attendais, peut-être 50 ans, avec des cheveux grisonnants et le genre d'intensité tranquille qui vient du maniement d'un pouvoir énorme. Beaumont était célèbre pour sa collection d'art, l'une des plus importantes collections privées au monde, abritée dans une installation de qualité muséale que peu de gens avaient jamais vue. Chloé, Marc est apparu à côté de moi, la voix tendue par la nervosité. Ils sont prêts pour vous. Je suis entré dans la pièce avec le sourire de circonstance que j'avais perfectionné en 2 ans de service dans la haute gastronomie. Bonsoir, messieurs. Je suis Chloé, et je m'occuperai de vous ce soir. Beaumont a levé les yeux d'un portefeuille en cuir qu'il étudiait, et j'ai été frappé par ses yeux, vifs, analytiques, les yeux de quelqu'un à qui rien n'échappe. Merci, Chloé, a-t-il dit, la voix cultivée mais chaleureuse. Nous aurons des affaires à régler pendant le dîner, nous aurons donc peut-être besoin de plus de temps entre les plats. Bien sûr, monsieur. Prenez tout le temps dont vous avez besoin. Alors que je servais le premier plat, je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer la tension dans la pièce. Ce n'était pas un dîner d'affaires décontracté. C'était quelque chose d'important. Les 3 autres hommes étaient clairement des marchands ou des experts d'une sorte ou d'une autre, et ils ne cessaient de faire référence à des documents dans leur mallette avec la révérence habituellement réservée aux artefacts religieux. La provenance est absolument indiscutable, disait l'un d'eux alors que je versais le vin. Nous l'avons retracé à travers 6 collections différentes au cours des 4 derniers siècles. Et l'authentification, a demandé Beaumont. 3 experts indépendants l'ont vérifié. L'analyse de l'encre, la datation du parchemin, la calligraphie tout concorde parfaitement. J'essayais de ne pas écouter aux portes, mais certains mots ont attiré mon attention, authentification, provenance. C'étaient des termes que je vivais et respirais dans mes études supérieures. Pendant le 2e plat, l'un des marchands a ouvert un coffret plat à température contrôlée et en a soigneusement retiré ce qui semblait être un manuscrit ancien. Même de l'autre côté de la pièce, je pouvais voir qu'il était magnifique. Des lettres enluminées en or et en bleu profond, le genre d'œuvre d'art médiéval qui faisait battre mon cœur. Messieurs, a dit le marchand avec une fierté évidente, je vous présente le Codex Heureux perdu de Saint-Ambrand. J'ai failli laisser tomber l'assiette que je tenais. Le Codex Heureux de Saint-Ambrand était légendaire dans les cercles de l'histoire de l'art,
un livre des évangiles enluminés du IXe siècle qui avait disparu d'un monastère allemand pendant la Seconde Guerre mondiale. S'il était authentique, il vaudrait. Eh bien, on ne pouvait pas y mettre de prix. Il était inestimable. Le prix demandé, a poursuivi le marchand, est de 95 millions d'euros. Beaumont s'est penché en avant, étudiant le manuscrit avec l'intensité d'un homme qui avait passé des décennies à collectionner les artefacts les plus précieux du monde. Puis-je l'examiner de plus près? Alors que le marchand déplaçait soigneusement le manuscrit du côté de la table de Beaumont, je me suis retrouvé avec une vue claire du document pour la première fois. Ce que j'ai vu m'a glacé le sang. L'enluminure était exquise, le travail à la feuille d'or magistral, la composition générale a coupé le souffle. Pour la plupart des gens, il ressemblerait à l'article authentique. Mais je n'étais pas la plupart des gens. J'étais la petite fille du docteur Edmond Dubois, l'un des plus grands experts mondiaux en manuscrits médiévaux jusqu'à ce que sa carrière soit détruite par un faussaire si habile que même les experts ne pouvaient pas détecter son travail. Mon grand-père avait passé les 10 dernières années de sa vie obsédé par l'homme qui l'avait ruiné, Victor Orloff, un homme qui avait créé des faux si parfaits qu'ils avaient trompé des musées, des collectionneurs et des experts en authentification du monde entier. Papy avait essayé de dénoncer Orloff, mais sans preuve concrète, ses accusations avaient été rejetées comme les divagations d'un vieil homme aigri dont la propre authentification s'était avérée erronée. Mais Papy m'avait appris à voir ce que les autres manquaient. Il m'avait montré les techniques d'Orloff, ses méthodes de signature, les minuscules détails qui marquaient son travail. Et alors que je regardais le manuscrit sur la table de Beaumont, je les ai tous vus. L'application de la feuille d'or était trop parfaite, trop uniforme. Les scribes médiévaux travaillaient avec des outils primitifs, et leur travail alors présentait toujours de légères variations, de minuscules imperfections qui témoignaient de la main humaine derrière l'art. Celui-ci était parfait à la machine. La couleur de l'encre était également fausse. Orloff avait tendance à rendre ses bleus légèrement trop vifs, résultat de l'utilisation de pigments modernes qui n'existaient pas au IXe siècle. Pour un œil non averti, cela semblait plus authentique que non authentique. Pour quelqu'un qui savait quoi chercher, cela criait au faux. Mais c'est la calligraphie qui a tout scellé. Les formations de lettres étaient impeccables, trop impeccables. Les scribes médiévaux faisaient de minuscules erreurs constantes, un E, légèrement inégales, un D, qui penchait juste une fraction de trop vers la droite. Le travail d'Orloff était parfait d'une manière qu'aucune main humaine ne pouvait atteindre car il utilisait des outils et des techniques modernes pour créer une version idéalisée de l'écriture médiévale. Je suis resté figé près de la table, regardant Henri Beaumont se préparer à dépenser 95 millions d'euros pour un faux. La voix de mon grand-père résonnait dans ma mémoire. Chloé, quand tu sais que quelque chose ne va pas, tu as l'obligation morale de parler, quelles que soient les conséquences. Mais à quelles conséquences devrais-je faire face? J'étais une serveuse interrompant une transaction de 95 millions d'euros entre certaines des personnes les plus puissantes du monde de l'art. Ils penseraient que j'étais folle, ou pire, que j'essayais de saboter l'affaire pour un motif ultérieur. Beaumont tendait la main vers son stylo, se préparant à signer ce que je supposais être des accords d'achat. Je ne pouvais pas laisser faire ça. Avant que je puisse dire quoi que ce soit, Henri Beaumont a levé les yeux vers moi. Il a probablement senti l'étrange serveuse figée derrière lui. Je suis désolé, ai-je dit, ma voix à peine plus qu'un murmure. Les autres hommes m'ont regardé avec divers degrés de surprise et d'agacement. Je suis désolé d'interrompre, ai-je poursuivi, mon cœur battant si fort que j'étais sûr qu'il pouvait l'entendre, mais je crois que ce manuscrit est un faux. Le silence qui a suivi a été assourdissant. L'un des marchands a même ri. Je vous demande pardon, a dit Beaumont, la voix soigneusement contrôlée. Le manuscrit, monsieur. Il n'est pas authentique. C'est l'œuvre d'un faussaire nommé Victor Orloff. Le marchand qui avait ri avait maintenant l'air furieux. C'est scandaleux. Qui est cette personne? Comment ose-t-elle? Beaumont a levé la main, faisant taire l'homme. Ses yeux n'ont jamais quitté mon visage. Quel est votre nom? Chloé Dubois, monsieur. Et qu'est-ce qui vous fait penser que vous êtes qualifié pour authentifier un manuscrit médiéval, mademoiselle Dubois? Mon grand-père était le docteur Edmond Dubois. Il était l'un des plus grands experts mondiaux en documents médiévaux jusqu'à ce que Victor Orloff détruise sa réputation avec des faux comme celui-ci. J'ai vu une lueur de reconnaissance dans les yeux de Beaumont. Il connaissait le nom de mon grand-père. Docteur Dubois, a-t-il dit lentement. Je me souviens avoir lu sur son travail. Il a fait de sérieuses accusations sur des faux sur le marché de l'art.
Des accusations qui ont été rejetées parce qu'il ne pouvait pas les prouver. Mais il avait raison. Et il m'a appris à reconnaître les techniques d'Orloff. C'est ridicule, a interjeté l'un des autres marchands. Nous avons 3 authentifications indépendantes. D'experts qui ne savent pas quoi chercher, ai-je dit, ma confiance grandissant. Puis-je vous montrer? Beaumont m'a étudié pendant un long moment, puis a hoché la tête. Montrez-moi. Avec des mains tremblantes, j'ai montré les détails qui confirmaient mes soupçons. Regardez le travail à la feuille d'or, ai-je dit en désignant une lettre capitale enluminée. C'est trop uniforme. Les scribes médiévaux travaillaient avec des outils primitifs, et leur application de leur présentait toujours de légères variations. Ceci est parfait à la machine. Il s'est penché plus près, étudiant la zone que j'avais indiquée. Et ici, ai-je poursuivi en désignant une section de texte bleu. Le pigment est trop vif. Cette nuance d'outre-mer n'était pas disponible pour les scribes du IXe siècle. Orloff utilisait toujours des pigments modernes parce qu'ils semblaient plus authentiques que la réalité. Mais le signe le plus révélateur, ai-je dit, ma voix se faisant plus forte, c'est la calligraphie elle-même. Regardez ces formations de lettres. Elles sont impeccables. Aucune main humaine, aussi habile soit-elle, n'écrit avec ce genre de précision mécanique. Orloff a utilisé des outils modernes pour créer une version idéalisée de l'écriture médiévale. Beaumont étudiait maintenant le manuscrit avec attention, et je pouvais le voir commencer à remarquer les détails que j'avais soulignés. Ce sont des observations très spécifiques. Comment en savez-vous autant sur les méthodes de ce faussaire en particulier? Parce que mon grand-père a passé les 10 dernières années de sa vie à étudier le travail d'Orloff, essayant de prouver ce que tout le monde refusait de croire. Il m'a appris tout ce qu'il savait sur l'authentification, sur les différences subtiles entre le travail médiéval authentique et les faux d'Orloff. Et vous êtes certaine que c'est le travail d'Orloff? J'y mettrais ma vie en jeu, les marchands devenaient de plus en plus agités, mais Beaumont semblait perdu dans ses pensées. Finalement, il a levé les yeux vers moi. Mademoiselle Dubois, je vais vous demander d'attendre dans le couloir pendant que je discute de cela avec ces messieurs. Mon cœur s'est serré. J'avais dépassé les bornes, et maintenant j'allais être renvoyé. Mais au moins, j'avais essayé d'empêcher une fraude massive. J'ai attendu dans le couloir ce qui m'a semblé des heures, mais qui n'a probablement duré que 20 minutes. Finalement, Beaumont est sorti seul. Les marchands sont partis, a-t-il dit simplement. J'ai reporté l'achat en attendant une authentification plus poussée. Je suis désolé si j'ai dépassé les bornes, monsieur Beaumont. Je sais que ce n'était pas ma place. Mademoiselle Dubois, si vous avez raison à ce sujet, vous venez de m'éviter de faire une erreur de 95 millions d'euros. Si vous avez tort, j'ai perdu l'occasion d'acquérir un artefact inestimable. Quoi qu'il en soit, j'ai besoin de savoir avec certitude. Comment allez-vous le savoir? Je vais faire examiner le manuscrit par des experts spécialisés dans la détection des faux. Mais je veux que vous soyez là quand ils le feront. Moi? Mais je ne suis qu'une étudiante diplômée. Vous êtes la petite-fille du docteur Edmond Dubois, et vous venez de faire preuve de connaissances que 3 soi-disant experts en authentification ont manqué. Je veux vos yeux sur cet examen. 3 jours plus tard, je me suis retrouvé dans un laboratoire de pointe au musée du Louvre, regardant des experts soumettre le manuscrit à tous les tests imaginables, analyse spectroscopique des encres, datation au carbone du parchemin, examen microscopique de la calligraphie, tout ce que j'avais suggéré qu'ils recherchent. Beaumont se tenait à côté de moi, observant le processus avec la même intensité qu'il avait montré au dîner. Les résultats préliminaires sont troublants, nous a dit le docteur Camille Perrin, la conservatrice en chef du musée, après 6 heures de test. Le parchemin date de la bonne période, mais les encres présentent des traces de composés synthétiques modernes. Et la calligraphie. Elle a fait une pause, étudiant des photographies à haute résolution sous une loupe. Mademoiselle Dubois, pourriez-vous me montrer à nouveau ce que vous avez remarqué à propos des formations de lettres? J'ai souligné la précision mécanique que j'avais observée, le manque de variations humaines naturelles qui marquait l'écriture médiévale authentique. Extraordinaire, a murmuré le docteur Perrin. Je fais cela depuis 20 ans, et ces détails m'ont complètement échappé. Le faussaire était incroyablement habile. Victor Orloff. Il crée des faux comme celui-ci depuis des décennies. Nous devrons faire plus de tests pour être absolument certains, a déclaré le docteur Perrin. Mais d'après ce que nous avons trouvé jusqu'à présent, je crois que mademoiselle Dubois a raison. Cela semble être un faux très sophistiqué. Beaumont s'est tourné vers moi,
son expression indéchiffrable. Il semble que je vous doive une dette de gratitude considérable. Vous ne me devez rien, monsieur Beaumont. Je ne pouvais tout simplement pas rester les bras croisés et vous voir être fraudé. 95 millions d'euros, mademoiselle Dubois. Vous m'avez sauvé de la perte de 95 millions d'euros au profit d'un escroc. Les résultats finaux de l'authentification sont revenus une semaine plus tard, confirmant ce que je soupçonnais depuis le moment où j'ai vu le manuscrit. C'était bien un faux d'Orloff, si sophistiqué qu'il avait trompé 3 experts en authentification et presque convaincu l'un des collectionneurs les plus avertis du monde. Beaumont m'a appelé personnellement pour partager la nouvelle. Mademoiselle Dubois, j'aimerais vous rencontrer pour discuter de votre avenir. Mon avenir ? J'ai une proposition à vous faire. Pourriez-vous venir à mon bureau demain après-midi ? Le bureau de Beaumont se trouvait dans un gratte-ciel de Paris, occupant tout le dernier étage avec des vues qui s'étendaient jusqu'à l'horizon. Mais ce qui m'a coupé le souffle, ce n'était pas la vue. C'était l'art. Les murs étaient tapissés de chefs-d'œuvre que je n'avais vus que dans les manuels, une peinture de Nymphéa de Monet, une petite esquisse de Picasso, ce qui semblait être un dessin original de Van Gogh. Ce n'était pas seulement un bureau. C'était un musée privé. Impressionnant, n'est-ce pas ? A dit Beaumont, remarquant mon étonnement. Mais ce n'est que le surplus. Ma collection principale est abritée dans une installation en vallée de Chevreuse. C'est incroyable, ai-je soufflé en étudiant un manuscrit enluminé médiéval qui était définitivement authentique. Mademoiselle Dubois, Chloé, je veux vous offrir un emploi. Je me suis tourné vers lui, confuse. Un emploi. J'ai besoin d'un conservateur pour ma collection. Quelqu'un avec votre œil pour le détail, votre connaissance des techniques d'authentification, votre capacité à repérer ce que les autres manquent. Monsieur Beaumont, je suis flatté, mais je suis encore aux études supérieures. Je n'ai pas les qualifications. Vous avez quelque chose de plus précieux que les qualifications. Vous avez l'instinct, et vous avez une formation de l'un des plus grands experts en authentification qui ait jamais vécu. Votre grand-père a peut-être été discrédité, mais il avait raison à propos d'Orloff, n'est-ce pas? Oui, mais... J'ai fait des recherches sur Victor Orloff depuis notre dîner. Il s'avère que votre grand-père n'était pas le seul expert à le soupçonner. Il y a eu des rumeurs dans le monde de l'art pendant des années, mais personne ne pouvait rien prouver. Le travail d'Orloff était trop bon, et il était trop prudent. Que voulez-vous dire? Je dis que je veux vous engager, non seulement comme conservatrice, mais aussi comme enquêtrice. Je veux que vous m'aidiez à identifier d'autres faux d'Orloff sur le marché. Je veux que vous m'aidiez à restaurer la réputation de votre grand-père en prouvant qu'il avait raison depuis le début. Je ne comprends pas. Pourquoi voudriez-vous faire ça? Beaumont s'est dirigé vers la fenêtre, regardant la ville. Parce que le monde de l'art est bâti sur la confiance, Chloé. Lorsque des faussaires comme Orloff opèrent en toute impunité, ils sapent cette confiance. Ils ne volent pas seulement de l'argent, mais l'histoire elle-même. Et vous pensez que je peux aider à arrêter ça? Je pense que vous êtes la seule personne qui le puisse. Votre grand-père vous a appris à voir ce que les autres manquent. C'est un don rare, et il ne devrait pas être gaspillé à servir des repas à des gens qui ne reconnaîtraient pas un chef-d'œuvre s'il leur tombait dessus. Que proposez-vous exactement? Un poste à temps plein en tant que conservatrice et spécialiste de l'authentification pour la collection Beaumont. Un salaire de 90 000 € par an pour commencer, plus les avantages sociaux. Je paierai également vos prêts étudiants et financerai l'achèvement de vos études supérieures. Je l'ai regardé, choqué. 90 000 €, c'était plus d'argent que je n'avais jamais imaginé gagner, surtout juste après mes études supérieures. Il y a encore une chose, a poursuivi Beaumont. Je veux créer une fondation au nom de votre grand-père, la Fondation Dr Edmond Dubois pour l'authentification de l'art. Sa mission sera de former la prochaine génération d'experts pour reconnaître et combattre la contrefaçon d'art. Vous en seriez la première directrice. J'ai senti les larmes me monter aux yeux. Mon grand-père était mort en croyant qu'il était un échec, que le travail de sa vie avait été discrédité. L'idée de restaurer sa réputation, d'honorer sa mémoire avec une fondation qui poursuivrait son combat contre la contrefaçon, c'était plus que ce que j'avais jamais osé espérer. Monsieur Beaumont, je ne sais pas quoi dire. Dites oui, Chloé. Aidez-moi à construire quelque chose qui protégera le monde de l'art de gens comme Victor Orloff. Aidez-moi à faire en sorte que ce qui est arrivé à votre grand-père n'arrive jamais à un autre expert honnête. Oui, ai-je dit, ma voix à peine plus qu'un murmure.
Oui, absolument oui. Au cours des mois suivants, ma vie s'est complètement transformée. J'ai quitté mon travail au Grand Véfour et j'ai emménagé dans un bel appartement que Beaumont m'a fourni près de son installation en vallée de Chevreuse. La collection Beaumont était encore plus impressionnante que je ne l'avais imaginé, des milliers de pièces couvrant des siècles et des cultures, toutes abritées dans une installation à température contrôlée qui rivalisait avec n'importe quel grand musée. Ma première tâche a été d'examiner chaque pièce de la collection à la recherche de faux potentiels. C'était un travail minutieux, mais j'ai adoré chaque minute. En utilisant les techniques que mon grand-père m'avait enseignées, combinées à l'analyse scientifique moderne, j'ai pu identifier 3 pièces qui montraient des signes d'être des faux d'Orloff. 3 pièces sur plus de 2000, a dit Beaumont lorsque j'ai présenté mes conclusions. C'est en fait mieux que ce que je craignais. La bonne nouvelle, c'est que ce sont des pièces relativement mineures. La valeur totale est peut-être de 2 millions d'euros. Pas les 95 millions que vous avez failli perdre. Pourtant, cela prouve que votre grand-père avait raison sur l'étendue d'Orloff sur le marché. La fondation Dr Edmond Dubois a été lancée 6 mois plus tard avec un gala qui a rassemblé des experts du monde entier. J'ai prononcé un discours sur le travail de mon grand-père et son dévouement à la protection de l'intégrité de l'authentification de l'art. Le docteur Dubois a compris que lorsque nous authentifions une œuvre d'art, nous ne vérifions pas seulement sa valeur monétaire. Nous préservons l'histoire elle-même. Chaque artefact authentique nous dit quelque chose sur les personnes qui l'ont créé, l'époque où ils ont vécu, la culture dont ils faisaient partie. Lorsque les faussaires créent de fausses pièces, ils ne volent pas seulement de l'argent, ils volent notre lien avec le passé. Après le gala, un homme âgé s'est approché de moi. Il était bien habillé mais se déplaçait avec les pas prudents de quelqu'un aux prises avec l'âge et la maladie. « Mademoiselle Dubois », a-t-il dit d'une voix fortement accentuée. « Je voulais vous parler de votre grand-père. » « Bien sûr. »« Le connaissiez-vous » L'homme a souri tristement. « D'une certaine manière. Mon nom est Victor Orloff. » J'ai senti le sang quitter mon visage. « Je sais ce que vous pensez », a-t-il poursuivi rapidement. « Mais je ne suis pas ici pour causer des ennuis. Je suis ici pour m'excuser. »« Vous excuser ?»« Je suis mourant, mademoiselle Dubois. Il me reste peut-être 6 mois, et je voulais réparer les torts que j'ai causés. » Je l'ai regardé, ne sachant pas comment réagir. Ce vieil homme frêle était le monstre qui avait hanté les dernières années de mon grand-père. « Votre grand-père avait raison sur tout », a poursuivi Orloff. « J'ai créé des faux, des dizaines d'entre eux. Et quand il a essayé de me dénoncer, j'ai utilisé mes relations dans le monde de l'art pour le discréditer à la place. Pourquoi me dites-vous cela ? Parce que je veux vous aider à finir ce qu'il a commencé. J'ai des dossiers, mademoiselle Dubois. La documentation de chaque faux que j'ai jamais créé, chaque pièce que j'ai placée sur le marché, chaque expert que j'ai soudoyé ou trompé. Je veux tout vous donner. Pourquoi feriez-vous cela ? Les yeux d'Orloff se sont remplis de larmes. Parce que j'étais un jeune homme qui se croyait plus malin que tout le monde. Je me disais que je créais de l'art, que mes faux étaient si beaux qu'ils méritaient d'exister. Mais j'avais tort. Je volais l'histoire, comme vous l'avez dit dans votre discours ce soir. Et mon grand-père ? Il était le seul expert assez honnête et assez compétent pour voir clair dans mon travail. J'ai détruit sa réputation parce que j'avais peur d'être démasqué. C'est le plus grand regret de ma vie. 2 semaines plus tard, Orloff a tenu sa promesse. Il m'a fourni des dossiers détaillés de 47 faux qu'il avait créés sur une carrière de 30 ans, y compris leurs emplacements actuels et les noms des collectionneurs qui les possédaient. C'est incroyable, a dit Beaumont alors que nous examinions les documents. Certaines de ces pièces se trouvent dans de grands musées, et d'autres dans des collections privées qui n'admettront jamais qu'elles ont été dupées. Mais au moins, maintenant, nous connaissons la vérité. Que voulez-vous faire de ces informations ? Je veux contacter chaque propriétaire, chaque musée, chaque collectionneur. Je veux leur donner la chance de faire authentifier correctement leurs pièces. Et je veux m'assurer que le monde sache que mon grand-père avait raison depuis le début. La révélation de la confession d'Orloff a fait les gros titres internationaux. Les musées du monde entier ont discrètement retiré des pièces de leurs expositions pour une nouvelle authentification. Les collectionneurs privés ont découvert que des œuvres qu'ils avaient chéries pendant des années étaient des faux sophistiqués. Le monde de l'art a été secoué, mais il était également reconnaissant pour la vérité. Plus important encore, la réputation de mon grand-père a été entièrement restaurée. Les manuels d'histoire de l'art ont été mis à jour pour reconnaître son travail de pionnier dans la détection des faux.
Les techniques qu'il avait développées sont devenues la pratique courante dans les laboratoires d'authentification du monde entier. Un an après la confession d'Orloff, j'ai été invité à prendre la parole à la conférence internationale sur l'authentification de l'art. Alors que je me tenais à la tribune, regardant un public des plus grands experts du monde, j'ai pensé au chemin qui m'avait mené ici. Mon grand-père me disait que la vérité a une façon de refaire surface, peu importe à quelle profondeur elle est enfouie, ai-je dit. Il a passé ces dernières années à croire qu'il avait échoué, que le travail de sa vie avait été discrédité. Mais il avait tort. La vérité a refait surface, et son travail est maintenant reconnu comme révolutionnaire. Mais cette histoire n'est pas seulement une question de justification. Il s'agit de la responsabilité que nous partageons tous de protéger l'intégrité de l'art et de l'histoire. Lorsque nous authentifions une œuvre, nous ne faisons pas seulement un travail. Nous servons de gardiens de la culture humaine. Après mon discours, une jeune étudiante diplômée s'est approchée de moi. Elle me rappelait moi-même 2 ans plus tôt, passionnée d'histoire de l'armée luttant pour voir comment elle pourrait gagner sa vie dans ce domaine. Mademoiselle Dubois, a-t-elle dit, je travaille sur ma thèse sur les faux de la Renaissance. Je me demandais si la Fondation Dubois proposait des stages. Oui, ai-je dit en souriant, et nous serions ravis de travailler avec quelqu'un qui a votre passion pour la vérité. En voyant son visage s'illuminer d'excitation, j'ai réalisé que c'était peut-être le plus grand cadeau qu'Orloff m'avait fait. Pas seulement une carrière, mais l'occasion de poursuivre le travail de mon grand-père, de former la prochaine génération d'experts qui protégeraient l'art et l'histoire de ceux qui voudraient les exploiter. La serveuse qui avait autrefois servi des repas hors de prix à de riches collectionneurs était maintenant l'une des expertes en authentification les plus respectées au monde. Mais plus important encore, j'avais aidé à restaurer l'héritage de mon grand-père et créer une fondation qui poursuivrait son combat pour la vérité dans le monde de l'art. Parfois, les moments les plus importants de notre vie surviennent lorsque nous avons le courage de parler, même lorsque nous avons tout à perdre. Ce soir-là, au Grand Véfour, j'ai risqué mon emploi pour empêcher une fraude. En retour, j'ai gagné une carrière, un but et la chance d'honorer la mémoire de l'homme qui m'a appris que la vérité vaut toujours la peine d'être défendue. Une histoire absolument incroyable sur le courage, l'héritage familial et le pouvoir de dire la vérité au pouvoir. Quel est votre métier de rêve ? Partagez-le dans les commentaires ci-dessous. Si cette histoire d'expertise cachée, de justification familiale et de courage de défier l'autorité vous a ému, veuillez cliquer sur le bouton j'aime et vous abonner pour plus d'histoires incroyables sur la recherche de votre vocation et l'hommage à ceux qui nous ont précédés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne jamais manquer une mise en ligne. Merci d'avoir regardé, et à la prochaine.